Allez, je vais vous donner vos casques. Ça suffit, ouais, comme on habillé, ou faut plus chaud? Non. Toi, moi, je monte comme ça, je mets juste une combi au-dessus parce que j'ai pas de pantalon. Mais c'est tout. Un petit casque pour une petite tête. Hop. Tout d'abord, une petite marge d'approche s'impose. Cette rivière, elle va courir sur plus de 17 km. Elle va descendre à moins 825 mètres sous terre et elle va ressortir aux cascades du Picieux. Elle traverse la montagne. Alors sur le Margeria, là où on se trouve, il y a à peu près un peu plus de 360 grottes, juste sur le Margeria, hein. Et il y a plus de 70 km de réseau spéléologique. Pareil, juste sur le Margeria. Donc ça fait beaucoup, hein. Moi j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Je le disais, dans les années 60, grosse exploration. Ils mettaient plusieurs jours à descendre en bas. Il y avait un camp de base à la cabane à Baban en bas. Et il y avait ici quelques petites tentes quand ils sortaient, les gaillards à l'époque. C'était tellement fatigués qu'ils n'allaient plus à la cascade à Baban, à la cabane à Baban. Ils dormaient ici et après ils allaient à la cabane à Baban faire le compte rendu de leur exploration. Alors une grotte elle est découverte seulement quand le spéléologue a ressorti la topographie, la carte du milieu souterrain. S'il n'y a pas la carte, l'exploration n'est pas validée. Et ainsi, au fur et à mesure des explorations, le spéléologue complète cette carte et nous fait découvrir ces 17 km à partir de cette entrée qu'on peut replacer sur une carte IGN et permettre à tous de voir ce qu'est le milieu souterrain. Alors il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens de voir ce qu'est le milieu souterrain, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est le produit touristique Spéléo Rando à la Tanne du Nivet Porte Cochère, qui est aussi un géosite. C'est un site remarquable du parc naturel régional du massif des Bauges, qui est aussi un géoparc, label UNESCO. Donc on va pas descendre par ici, on va prendre une autre entrée de la Tanne aux cochons, qui est la Tanne du Nivet. C'est parti. Hop là. Ouais. J'étais pas sûre de descendre. C'est bon, on est pas en train de mourir. Pour ceux qui veulent, on va descendre par ici. D'accord ? Qui est un puits de 15 mètres qui s'appelle la Tanne du Nivet. La Tanne, je vous l'ai dit, c'est le gouffre. Et le Nivet, normalement, on en voit un tout petit bout qui reste, qui est en train de fondre cet été. Il y a encore de la neige fin juillet. C'est superbe. À côté des cailloux, entre les branches et les cailloux. Alors, ce névé, eh ben, il a une grande histoire. C'est-à-dire que le névé de la Tanne du Nivet, il est, depuis les années 60, il commence à fondre. Il commence à fondre parce que on a un climat un tout petit peu plus chaud depuis. Et à l'époque, avant les années 60, il restait tout l'été et il se faisait compléter par de la nouvelle neige l'hiver suivant. Et c'est important parce qu'on va voir que la Tanne du Nivet avait une activité économique aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, eh ben, on venait ici, on descendait le puits avec des échelles de corde et on venait récupérer cette neige, cette glace qu'on emballait correctement et qu'on descendait la nuit tombée pour pas qu'il y ait forte chaleur de la journée sur les thermes d'Aix-les-Bains, Challes-les-Eaux, les bars de Chambéry, etc. pour que les clients, les touristes aient un glaçon. Et ça, c'était dans les années 1800, 1800 et quelques, quand le frigo n'existait pas. Et on venait chercher la glace ici. Alors, c'est qui veut descendre? 1, 2, 3, 4. Bon, ça se bouscule pas, hein? Alors, on va s'équiper. Je vais avoir besoin du gros sac. Non, mais moi, je dis que. Par contre, c'est moi qui fais descendre, hein, quand je fais descendre. D'accord? Non, même non? Bon, d'accord. Lionel, tu vas en premier? Allez. Allez, c'est parti. Tiens, tu viens à ma place. Tu mets tes longes. Ah oui, j'avais mis Tout est propre. T'inquiète, j'ai regardé. On va les retourner, on va les mettre comme ça. Comme ça, s'il y en a un qui s'ouvre, c'est bien. Le but du jeu, là, eh ben, c'est de passer cette barrière, se mettre assis dans le baudrier comme en escalade,
et de descendre après en bas. Tu enlèves tes longes et moi je t'envoie les enfants. D'accord. Super. Alors, faut s'imaginer ici qu'on est presque sous terre. On est dans un puits. Mais ce puits, il a été créé sous terre à une époque. Sur le Margeria, il y a eu, au-dessus, là où on a marché en randonnée pour aller jusqu'à la grotte, il y avait 70 mètres de calcaire à peu près. Et le temps géologique, les milliers et millions d'années qui se sont écoulées sur ce massif, a érodé cette petite tranche de 70 mètres. Ne vous inquiétez pas, il reste encore plus de 100 mètres de calcaire en dessous de nos pieds. Et ces 70 mètres qui ont été érodés ont permis de mettre au jour ce puits dans lequel on est descendu. Alors, pour la petite histoire, la goutte d'eau, vous entendez les petites gouttes d'eau là tomber ? En fait, la goutte d'eau, quand elle traverse le sol, elle se charge en CO2. Le CO2, elle se charge en acide quand elle passe la terre, l'humus, etc. Et puis, cet acide qui est contenu dans la goutte d'eau, elle va grignoter la roche. Elle va la corroder. Et ainsi, la goutte d'eau, elle va se charger aussi en calcaire. Et elle va nous créer, si elle enlève du calcaire, elle va nous créer des vides, des grottes, d'accord ? Et la goutte d'eau, elle va continuer son chemin et elle va aller un tout petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, quand elle a marre de transporter ce calcaire, parce que c'est lourd, du calcaire, elle va le déposer. Le CO2 dissous dans la goutte d'eau va dégazer et le calcaire va se précipiter sous forme de calcite et va nous créer des concrétions. Et ainsi, le calcaire, il se déplace. D'accord ? Il nous crée des grottes et en plus, il nous crée des beaux paysages avec des concrétions. On en verra une tout à l'heure de concrétions. Alors, par la suite, on va continuer le chemin. Je vais vous allumer les lumières. On va sortir les mains des poches parce que ça va être un petit peu glissant. Ça va être un petit peu étroit, mais moi je passe, donc il n'y a aucun souci. Et on va tous se retrouver dans la salle finale, qui est la salle aux champignons. Et on verra pourquoi. Allez, c'est parti. On allume les lumières. Je passe devant ? T'inquiète pas, tu passes large. Là, il y a une petite échelle marron. Allez, tu vas attendre à côté du barreau. Tu t'assois, hein, très bien. Tu viens à toi, si tu ne risques rien, tu viens à toi. Je te tiens, tiens. Tu vas tourner, je te tiens. Hein, alors tu là, je te tiens. Voilà, pose. Allez, je suis là. Je descends tranquillement. Arrivé dans la salle aux champignons, Mathieu, qui est aussi géologue, donne quelques explications. Il y a deux petites choses que je voulais vous raconter aussi. Je vous ai dit, pour avoir une grotte, il nous faut de l'eau et il nous faut aussi un calcaire. Le calcaire, vous savez comment il s'est créé ? En fait, les sédiments dans la mer, ils se déposent au fond de la mer. Ça fait une couche de sédiments. Et plus la couche de sédiments est grande, plus il y a un tassement de ces sédiments. Et ça devient très très dur. Ça devient de la roche. Mais il n'y a pas d'océan ici. Comment ça se fait qu'on ait, qu'on ait de la roche calcaire ? Avant, il y en avait un peut-être. Ah, effectivement, avant. Et avant, c'était il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait un océan. Ici, le calcaire, il date de 120 millions d'années. Et dans ce calcaire, on trouve plein de fossiles. Et une fois que le calcaire s'est créé au fond de la mer, il faut s'imaginer, il y a 120 millions d'années ici, les Bahamas, cocotiers, sable blanc, il fait chaud, le calcaire a le temps de se déposer, c'est super. Et après, il y a la plaque africaine, il y a l'Afrique qui est venue rencontrer la plaque eurasienne et ça a créé les montagnes. Et les Alpes se sont créées. Et le sédiment qui était au fond de la mer, se retrouve en montagne, au-dessus. C'est pour ça que en montagne, on trouve des fossiles marins. C'est bizarre. Eh ouais. Et on en verra des fossiles marins. Et on voit aussi que en dessous de ce calcaire, il y a des marnes. Et dans les marnes, on trouve d'autres fossiles. Alors les marnes, c'est à peu près comme le calcaire, sauf que il est beaucoup moins érodable par l'eau, parce qu'il a des compositions chimiques un peu différentes. Et on trouve ce genre de choses. Regardez. Alors c'est presque un coquillage, ça c'est un fossile d'oursin, qui date de 160 millions d'années. Alors vous savez les oursins que vous voyez en mer Méditerranée, qui sont des grosses boules noires avec plein de piquants, ça, c'est son ancêtre. Voilà, c'est le dinosaure des oursins. Vous marchez sur celui-là ? Voilà, vaut mieux marcher sur celui-là. Celui-là, il ne piquera pas. D'accord ?
Et du coup, je vous ai dit, il y a des marnes. Donc, et l'eau ne traverse pas les marnes en dessous de nos pieds. Alors, l'eau traverse le calcaire, les 200 mètres de calcaire dans lequel nous sommes. Et après, elle court en pente descendante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la cascade du Picieux. Voilà. Ça va, vous avez tout compris? Oui. Oui. Super. Alors, ici, il y a une chose particulière que j'aime bien faire. C'est que je vais vous inviter à vous mettre tous assis. Et on va éteindre les lampes. Mais il faut se mettre assis avant. Allez, c'est parti. On va se mettre dans le noir, je vais éteindre ma lumière. On va essayer de faire silence, de ne pas parler, de ne pas bouger avec les vêtements qui font du bruit. Et puis on va essayer d'écouter un petit peu la grotte. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Ok? J'éteins la lumière? Et là, le monde du silence s'offre à vous. Tout le monde est prêt à suivre l'exploration vers l'entrée de la grotte? Ouais. Oui. Alors on y va. Faites attention, les bouts de bois c'est glissant. Et vous passez par là. Ouais. Ouais, par là. Après 1h30 sous terre, c'est déjà le moment de ressortir. T'as tout aimé? Le fait d'être dans le noir, qu'est-ce que t'as préféré? Tout. Et toi alors? Comme lui, mais c'était pas assez long. C'était pas assez long? T'aurais préféré continuer encore? Moi aussi. Toi aussi. Et toi? Bah, c'était super bien, mais c'était pas vraiment assez long. Et ça t'a fait un peu peur le départ là, avec la corde? Un petit peu. Ouais. Et vous alors? Non, pas du tout. Et toi, qu'est-ce que... Moi j'ai adoré et c'est moi ce que j'ai préféré c'est les gouttes d'eau ça illumine un peu on dirait. Ouais, c'est joli. Et le moment où on est dans le noir, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Bah, pas tellement grand chose, mais tu vois rien. Ouais, À mais part l'ombre de ta alors explique-moi un peu l'ombre de ta main, tu l'as vu toi? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit en fait? T'as compris un peu? Bah, un truc tout noir qui bouge. Et en fait c'est ton cerveau qui imagine la main. C'est ça. Et vous allez en refaire? Vous voulez en refaire, le spéléo? Ouais, j'aimerais en refaire. J'aimerais bien refaire mais après je sais pas. Trop bien en refaire. Alors le papa est content? Très content, ouais. C'était la première fois que je faisais une SPO en fait, si je puis dire. D'accord. C'est très intéressant au niveau géologique, au niveau de l'environnement, la compréhension de la construction des sols. Puis c'est une activité qui est différente d'autres activités de montagne. Donc non, c'est très intéressant et à refaire. Vous êtes plus en extérieur normalement? Voilà, je suis plus en extérieur moi. Enfin, je suis même qu'en extérieur. Et c'est pour ça, bon, la spéléo, j'ai jamais accroché parce que bon, peut-être jamais eu l'occasion d'en faire. Et puis on m'a proposé d'essayer, alors j'avais dit que j'essayerais. Et puis finalement c'est sympathique, c'est différent. Bon après ça se rapproche au niveau des techniques de montagne d'autres activités. Mais c'est un milieu qui est à découvrir et qui est très intéressant à comprendre même pour l'extérieur. Et voilà, qui aviez peur de descendre. Comment ça s'est passé cette descente finalement? Bah écoutez bien, c'était une première expérience, mais c'est vrai que plutôt intéressante. Non, pour finir, ça a été... Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette activité? Découvrir un peu toutes les grosses cavités, les fossiles, les différents fossiles qu'on a pu voir. Enfin, non, puis c'est vrai que je m'imaginais pas du tout que ça pouvait être aménagé de cette façon sous terre. Ouais. Vous êtes du coin? Je suis originaire de Savoie. J'habite un peu plus loin du côté de Mâcon maintenant, mais oui, je suis originaire du coin. Et donc vous connaissiez un petit peu le... Je connais en fait le coin plutôt du côté ski en fait, puisqu'on vient skier au Magéria l'hiver, mais voilà, je connaissais plutôt le côté... Sur terre? Sur terre. Et pas sous terre? Non, du tout. D'accord. Et vous allez retenir quelque chose? Vous allez peut-être en refaire après? J'ai l'impression que les enfants ont beaucoup aimé, donc je pense qu'on risque peut-être de recommencer dans le futur. Ouais. Olivier Caudron est professeur au CREPS. Il est venu voir l'activité de Mathieu qui passe son diplôme d'État. Vous étiez ici aujourd'hui donc pour regarder ce que faisait Mathieu, c'est ça? Vous êtes prof? C'est ça, alors pas regarder exactement, mais disons que c'est une visite qu'on fait pendant l'été dans le cadre de la formation sur la partie en alternance. Donc on passe sur les structures, on rencontre les tuteurs, on essaye de faire une sortie avec le stagiaire pour voir un peu comment il évolue, sur quel type de produit il est positionné.
Donc forcément Mathieu par contre il est très très particulier, son produit par rapport à l'activité spéléo traditionnelle. On est beaucoup moins sur l'environnement, un peu plus sur le sportif. Parce que Mathieu prépare un diplôme, c'est ça? Vous pouvez nous parler un petit peu de ce diplôme? Voilà, Mathieu prépare un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc c'est un diplôme qui se fait en général sur 1 an. Donc après Mathieu a un parcours un peu atypique parce qu'il arrive de la fédération avec un diplôme fédéral, donc des équivalences. Mais c'est un diplôme qui ouvre disons des perspectives soit professionnelles en termes d'encadrement, soit en termes de développement de l'activité, création de structures soit touristiques, soit à finalité éducative comme les écoles départementales de spéléo, mises en place par la Fédération française de spéléo. Et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez regardé de particulier? Vous avez observé sa méthode de travail? Alors là c'est quand même atypique par rapport à la spéléo, par rapport à ce qu'on regarde d'habitude. On est plutôt sur la sécurité, le confort, l'attention aux gens. Là on est quand même beaucoup sur du contenu et très peu sur de la pratique. Donc le contenu, je ne suis pas surpris, bon, c'est son métier déjà. Avant d'être un encadrant, c'est quand même un professionnel du milieu souterrain, un expert. Donc voilà, là on n'est pas trop sur de la pratique à proprement parler, puisque c'est quand même accessible, même en libre accès, quoi, à part la partie verticale. Mais donc ouais, non, mais c'est quand même plutôt bien, ouais, il n'y a pas de souci. Et vous observez pas que de la spéléo, alors vous faites autre chose, vous allez observer d'autres personnes? Voilà, je visite aussi les canyonneurs, puisque c'est des activités qui sont très proches. Le CREPS Rhône-Alpes forme des spéléos, des canyonneurs, des grimpeurs aussi, mais bon, je m'occupe de la partie spéléo et canyon, donc je rends des visites aussi sur les sites de canyon. Donc dans les Alpes, dans les Pyrénées, Massif central. Après la spéléo-rando, place à la spéléologie, la vraie, dans une grotte bien connue des Chambériens, la grotte de la Doria et sa fameuse cascade. Alors la spéléologie, je l'ai appris à 3 écoles différentes. La première école, c'était dans les livres. L'activité spéléologique a cette caractéristique, que pour rendre compte de l'activité ou des techniques, on aime écrire, nous spéléologues. Et du coup, beaucoup de livres traitent justement des techniques de spéléologie alpine. La deuxième école sur laquelle je suis allé, c'est l'école française de spéléologie au sein de la Fédération française de spéléologie. C'est une école qui a une certaine renommée, détenue par la Fédération et qui a développé toute une technique de spéléologie alpine et qui continue à la développer avec des cadres de l'initiateur, moniteur, instructeur de spéléologie qui permet de rendre compte de ces techniques, de les faire évoluer et surtout de la faire apprendre à l'ensemble des personnes intéressées par l'activité. Et la troisième activité, troisième école de la spéléologie est une école professionnelle. C'est le CREPS de Rhône-Alpes, qui se situe à Vallon-Pont d'Arc, qui forme les brevets d'État et maintenant diplômés d'État en spéléologie, où là on est plus sur, non pas forcément de la technique d'équipement de cavité, mais plutôt sur de la technique d'encadrement. Mathieu est aussi géologue et étudie le milieu karstique. C'est avec plaisir qu'il partage ses connaissances à ses clients. Déjà, je suis spéléologue karstologue et ma première activité professionnelle, c'est l'étude des grottes. Et effectivement, quand j'étudie les grottes, je fabrique de la connaissance. Et cette connaissance, j'aime la transmettre et j'aime faire découvrir le milieu souterrain aux gens qui souhaitent faire une activité sportive. Et dans cette activité sportive, je balance quelques petits mots ou gros mots, ça dépend comment on les voit scientifiques, pour leur faire comprendre qu'un karst, ça évolue, ça vit et c'est fragile aussi et il faut le protéger. D'accord, et ça c'est une demande des clients en général ou c'est toi qui te dis que c'était intéressant de faire partager tes connaissances ? Je travaille essentiellement sur le parc du Massif des Bauges, le parc naturel régional du Massif des Bauges qui est un label Géoparc.
Géoparc un label UNESCO. Donc c'est quoi du coup ce label? Ça veut dire quoi? Ce label, il reconnaît la qualité des objets géologiques qu'il y a sur le territoire. Et il reconnaît aussi la mise en médiation de ces objets géologiques. Du coup, ces objets géologiques racontent une histoire. Et moi, acteur du territoire, professionnel de l'activité spéléologique sur le territoire, je m'efforce à faire connaître aux gens, à mettre en médiation ce qu'est une grotte, comment elle vit et comment elle évolue. D'accord, donc on disait tout à l'heure que c'était une passion et tu arrives à vivre de la spéléologie aujourd'hui. Ah oui, la spéléologie, spéléo, grotte, logis, science, je vis de la spéléologie. J'étudie les grottes, j'en vis, et effectivement, en tant que professionnel de l'encadrement, j'en vis aussi, et je n'ai pas d'autre métier que ces deux entités de ce qu'est la spéléologie. Alors aujourd'hui tu es instructeur et donc tu passes un diplôme pour être guide spéléo ou pour être... C'est quoi du coup le diplôme? Ouais. Et donc c'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'instructeur fédéral, et là tout est le mot, c'est un diplôme de la Fédération française de spéléologie délivré par l'École française de spéléologie. Et ce diplôme reconnaît une connaissance certaine dans l'encadrement et surtout dans le développement de l'activité. Le diplôme d'État, il forme, là, lui, quant à lui, à l'encadrement pur de clients qui pourraient visiter la cavité. Et bien entendu, il y a aussi un autre diplôme qui va bientôt s'ouvrir, c'est le diplôme d'État supérieur qui là amène le stagiaire à développer l'activité sur un territoire, à la valoriser sans pour autant amener du client, mais en travaillant avec les professionnels et avec les acteurs du territoire pour mettre en place l'activité sur ce même territoire. Et donc avec ce diplôme, on peut aussi encadrer des sorties canyoning, des sorties escalade via ferrata, c'est ça? Eh ben non. Maintenant, ça a changé. On n'est plus avec des brevets d'État qui sont multi-activités, mais avec des diplômes d'État mono-activités. Et un diplôme d'État canyon va encadrer que le canyon. Un diplôme d'État spéléo va encadrer que la spéléo, et ainsi de suite. Et ça, c'est dommage ou c'est normal, d'après toi? On reste sur des milieux naturels qui ont chacun leur spécificité. Je trouve tout à fait normal, effectivement, que chacun ait ses spécificités pour ne pas se perdre dans les techniques, ni même se perdre dans le discours qu'on pourrait apporter aux clients. Bon, là, aujourd'hui, il fait plus ou moins beau. Il pleut pas, en tout cas. Est-ce que la spéléo, c'est un sport qu'on peut faire par tout temps? Est-ce qu'on peut en faire en hiver, comme en été? Hiver comme été, ça c'est génial parce que en été, quand il n'y a pas de gros orages, on peut aller n'importe où. En hiver, pareil. La seule chose qui va être compliquée, c'est quand la neige, l'eau qui est retenue en neige en surface va fondre, ou quand il y a des grands orages d'été. Là, on peut toujours faire de l'activité spéléologie, mais on va choisir ses grottes pour ne pas se faire coincer par la crue. Ça t'est déjà arrivé de te faire coincer par la crue? Ça m'est déjà arrivé, c'est pas forcément glorieux, mais c'est bien entendu quelque chose qu'il faut prendre en considération pour éviter tout risque en péril de l'être humain, de moi et puis de mes camarades qui me suivaient. Et donc là, les secours se mettent en place, et donc toi, tu es formé à un certain secours, c'est ça? Effectivement, en fait, chaque spéléologue est formé en fonction de ce qu'il souhaite au secours spéléo. Le secours spéléo en France est géré par la Fédération française de spéléologie et par le secours de spéléologie française, et il est en lien direct avec les pompiers et le préfet. D'accord, donc certains sont spécialistes des brancards, d'autres de la communication et d'autres des explosions, entre guillemets, c'est ça? Ah, effectivement, un dispositif de secours de spéléologie, ça prend beaucoup de monde. Il faut s'imaginer qu'il y a une centaine de personnes, et voire plus, à chaque secours spéléo. Et en fait, chacun est préposé à une tâche. On ne s'éperpille pas.
Il y a des champs qui sont préposés à la communication entre les spéléologues qui sont au fond du trou et ceux qui sont en surface. Il y a des spéléologues qui sont spécialisés dans la désobstruction. Quand la civière ne passe pas, il faut écarter un petit peu les galeries. Ou alors dans l'équipement, dans la secours à victimes, dans la transmission entre les spéléos et les pompiers, et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte, la spéléo? Alors tu vois là, on est à l'entrée de la Doria, on a Chambéry quelques mètres en dessous de nous, le Granier dans un nuage magnifique. Voilà ce que ça m'apporte. Une joie de voir ces jolis paysages à l'air libre, mais sous terre ils sont tout aussi beaux avec des concrétions très blanches, très finement ciselées, avec des rivières d'une beauté magnifique. On peut plonger justement avec des bouteilles. Et cet environnement qui est spécifique, dans le noir, dans un silence assez particulier, amène du plaisir tout simplement. Alors pourquoi tu as décidé de t'installer ici donc dans les Bauges? Est-ce que c'est un territoire que tu connais bien déjà? Ou alors est-ce que parce qu'il y a de la place en fait pour se faire un nom ici? Eh ben un peu de tout. Disons que en fait j'ai fait mes études à l'université de Chambéry au laboratoire ISITEM et je connaissais déjà lors de mes études ce massif. Quand je me suis lancé dans la spéléologie, c'est au même moment que le parc naturel régional du massif des Bauges a obtenu son label Géoparc. Et fort et aimant la médiation scientifique, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de s'installer. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de spéléologues professionnels sur le territoire. Et au vu de l'été qui se passe plutôt sous terre pour ma part, je suis assez content de m'être installé dans le massif. Alors tout à l'heure on était on va dire 8-9, c'est un sacré investissement quand même au début, l'achat de casques, de matériel, de combinaisons. Ah effectivement c'est conséquent, mais après c'est un besoin pour l'activité, on ne peut pas passer outre et bien entendu tout ce matériel entre professionnels on peut se le faire prêter pour commencer. Par la suite, au fur et à mesure des encadrements, on peut se l'acheter par parcimonie. Alors c'est bien beau d'être en Savoie, mais tu vas un peu ailleurs, notamment à Haïti. Tu peux nous en parler un peu de ce que tu fais à Haïti et pourquoi tu y vas? Ah bah oui, Haïti, j'y suis parti avec une expédition Anba Macaya, avec le chef d'expédition Ligier Testa. Et on a travaillé avec le parc national de Macaya justement pour recenser des grottes et en faire la cartographie dans ce parc. Voilà. Et qu'est-ce que ça a de spécial, Macaya, cet endroit-là? Alors, les îles qui sont à côté sont Cuba ou sur la même île, la République dominicaine. Et c'est des grands lieux de la spéléologie où on a des cavités assez particulières, des cavités tropicales qui ont des formes et des orientations très significatives. Et est-ce que tu y vas aussi pour faire découvrir ça aux Haïtiens ou est-ce que eux déjà connaissent la spéléologie? Alors non, il n'y a pas le produit spéléo qui est proposé en Haïti. Le but de notre expédition, c'était justement de voir ce qui était proposé, ce qui pourrait être proposé, que ce soit en spéléologie mais aussi en canyon, pour développer l'activité et connaître le patrimoine géologique de Haïti. En attendant d'aller dans des contrées lointaines, vous pouvez découvrir la spéléologie dans le massif des Bauges avec Mathieu Thomas qui aura le plaisir de partager avec vous sa passion. Rendez-vous donc sur sa page internet www.karst-3e.fr.